Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G. Ça y est déjà, je tenais à remercier le King, Fernand, pour son aide, parce que là, les and the G's sont franchis. Vous pouvez le voir, Fernand ne le voit pas, mais il y a un tout nouvel habillage pour King and the G. Bientôt un nouveau générique, oui, plus professionnel que professionnel. Et si vous ne lui avez pas souhaité, c'était l'anniversaire de Fernand il y a quelques jours. Donc bonjour le King, comment ça va? J'espère que t'as bien fêté ça. Ouais, c'était pas mal. Ah, Euh, c'était pas mal. Non, mais en réalité, non. Je déteste parler anniversaire. Donc, oh, oh là là. C'est quoi? C'est parce que tu te dis que tu prends une année de plus? c'est ça, j'ai vieilli à une vitesse incroyable. Je suis freiné. Et donc, non, j'aime pas. C'est pas de bons moments quand on en parle. Oh, Mais, bon. Tu t'es déjà posé la question de prendre ce que prend Yoel Romero pour rester jeune éternellement, finalement? il prend quoi, lui? Je sais pas. Je ne sais pas. Apparemment, c'est de l'eau et du sucre. C'est ce qu'il avait dit au podcast de Joe Rogan. Écoute, je vais aller chercher son eau et son sucre. Parce que c'est à lui. Je sais pas c'est quoi son eau, je sais pas c'est quoi son sucre, mais c'est à lui, c'est intéressant. Bien. Alors, avançons directement avec l'UFC Vegas 42. Le retour de Max Holloway qui affrontait Yair Rodriguez, donc numéro 3 de la catégorie. Max Holloway qui est devenu le premier combattant de l'histoire de l'UFC à passer la barre des 3000 coups donnés à l'UFC. Déjà, on va commencer par cette stat-là, Fernand. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'impressionne ou tu te dis, je préfère quelqu'un qui frappe moins, mais qui met KO ses adversaires? Parce il y a deux camps qui s'affrontent un peu sur cette stat-là. J'aime beaucoup ses stats, mais ce combat, je n'ai pas. Ses stats bien salis parce qu'il a pris pas mal de coups. En gros, ses stats, je les apprécierais encore plus s'il prenait moins de coups. Mon idée, ce n'est pas se faire toucher. Prendre des coups, c'est pas un bon concept, c'est pas un bon truc d'investir sur le fait de pouvoir donner des coups et prendre des coups. Mais effectivement, c'est très impressionnant parce que quand tu es capable de poser un volume comme ça, tu peux faire ce que tu veux après. Il est difficile pour toi il est difficile quand tu frappes fort et que tu frappes sur un coup, il est très difficile de poser un volume au risque de t'asphyxier tout seul. Lui, il a déjà ce qu'il faut pour mettre du gros volume et donc tu peux construire dessus. Tu peux décider de le rendre moins diesel et de le faire s'asseoir et de faire de la puissance de temps en temps et de repartir en volume. Tu peux décider de cibler où est-ce que tu as envie de frapper, tête, corps ou voilà. Mais j'ai moins apprécié le Max de maintenant que celui de son dernier combat où il a fait la même chose mais sans quasiment prendre de coups. Là, il a pris beaucoup de coups quand même. Faut dire que face à lui, Yael, c'est du solide quand même et que ce soit debout, que ce soit au sol, c'était pas facile. C'était pas facile comme match. Mais voilà, c'est intéressant moi, je l'utilise pour la pédagogie. À la salle, par exemple, quand je veut dieseliser des personnes qui sont ultra explosives et qui vont très vite, je vais te donner un exemple. Je vais dire, bon, voilà, les gars, on va se mettre en mode Max Holloway, on va se mettre en mode Net Jazz, on va se mettre en mode, même le combat où, c'était quoi le combat record où euh, Joanna Jezesi, elle a battu le record avec une autre fille sur le nombre de coups, je pense qu'elle avait Jessica 500 coups Andrade. sur C'était Jessica Andrade. Jessica Andrade. Donc voilà, j'aime bien aller chercher ces exemples-là pour donner à mes athlètes le tempo de l'entraînement en disant, là, sur le round, ce que j'attends de vous, ce que vous me donniez, je sais pas, 200 coups à la minute, donc à 200 coups sur 5 minutes. Donc ils vont crier à moi, mais non, coach, c'est impossible, mais non, c'est impossible. Je dis, bah, allons chercher à atteindre ces 200 coups. On sait que c'est impossible, mais juste cette mentalité de savoir que au lieu de m'arrêter sur un coup, je vais en mettre plusieurs, vous permet d'ouvrir le champ des possibles. Et Max Holloway, toi, là, pour la suite, il a laissé ses options ouvertes. Si t'étais son Mm. manager, tu dirais quoi? Parce que c'est vrai qu'il a l'air d'être dans une situation particulièrement enviable quand même, Holloway. Pourquoi inviable? Moi, je trouve pas que c'est... Ok. Dans le sens, moi, je me dis, tu vois, il a d'un côté un title shot potentiel une nouvelle fois face à Volkanovski. Il peut monter chez les lightweight aussi, et là, bah, il y a pas mal d'options aussi pour lui. Enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui est un petit peu coincé de se dire, bon, bah, il a qu'une seule possibilité. Et puis en plus, Parce il y que a les tu fans veux derrière lui. parce que tu penses qu'il va battre beaucoup de monde chez les lightweight? Je pense que s'il prend le temps, oui. Ça tape, hein. Ah. Ça tape sec. C'est que
Là, excuse-moi, le temps que tu envoies tes 500 coups, il y a 2 ou 3 coups qui vont te stopper, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon plan. Honnêtement, je ne le vois pas très costaud. Je ne l'ai pas vu dominer physiquement. Je ne l'ai pas vu marcher sur l'IL. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne option. Que tu fasses un plan, une option, une fois, parce que tu vas aller chercher euh, une ceinture vite fait, ça peut passer. Je suis pas sûr que ce soit un bon plan tout le temps, tu vois. Il y a des KT où c'est pas un bon plan. Il y a, tu dis à Ousmane de monter chez les middle, je pense pas que c'est un bon plan. Pas parce qu'il va perdre, hein, mais c'est juste qu'il y a une bonne alliance avec son compatriote Israël Easy. Adesanya, ouais. Voilà, ce serait dommage d'aller l'affronter tout de suite. Donc, et puis il a réussi à être point for point sans être chem-chem. Il y a des gens qui réussissent à le faire. Il y a des gens qui deviennent euh, euh, Khabib est parti à la retraite, il n'a pas été champ, mais il a été pound for pound, tu vois. Donc, non, je pense qu'il devrait aller refaire la ceinture, aller, voilà quoi. Et puis, les discours qu'il a, c'est un peu bizarre, non? De dire, un peu comme Connor, je n'ai jamais perdu parce que je ne comptais les défaites que si c'est un KO. Lui dit, je n'ai jamais perdu parce que, Il manquait je de sais pas, temps, il manquait de temps. il manquait de temps, je n'ai pas eu le temps. Bon, là, on rentre dans un truc philosophique aussi. Aïe, aïe, aïe. Bon, mais Donc, moi je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, ce que je trouve un peu difficile avec Volkanovski, c'est que t'es dans une situation où tu te dis, bah, qu'est-ce que veut l'UFC en fait? C'est que il refasse le combat jusqu'à ce que Max Holloway gagne, et à ce moment-là, bah, ils vont lui dire, bah, ça y est, c'est terminé. Parce que, enfin, tu vois, tu fais quoi si Max Holloway gagne? Ils le font une quatrième fois? ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter. Mais il n'y a plus d'option, en fait. Tu veux faire quoi? Si Max, il reste là tout le temps, bon, on fait comment? Non, moi, je pense que, voilà, tu vois, c'est ça le truc. C'est que vous voulez pousser Max en lightweight juste pour qu'il n'y ait plus le troisième combat, le quatrième combat, le cinquième combat. Mais je trouve que c'est pas juste vous l'envoyer au casse-pipe. Il y a pas, c'est vraiment, prends le temps d'observer, choisis des noms et tu vas voir que la puissance, elle va faire la grosse différence. C'est lourd. C'est lourd, 60. À partir de 70, ça commence à taper fort. Donc finalement, un peu compliqué pour Max Holloway, qui, souvenons-nous, a failli affronter Khabib Nurmagomedov avec une semaine de short notice. Pour toi, ça aurait été intéressant parce que Max Holloway, d'ailleurs, là, il a parlé potentiellement d'Islam Makhachev, hein. Ça pourrait être un bon match avec Islam parce que Islam ne joue pas sur sa puissance, n'est pas lourd. Islam, c'est pas Habib. Habib, il s'assoit sur toi, frère. Quand tu tombes, il se pose sur toi. Et tu vois, alors que Islam, bon, il joue pas sur son poids et sur la masse, il joue sur la technique de la lutte et tout ce qui va avec. Je pense que ça pourrait être un bon match, même si je pense que Islam aurait le dernier mot, dans le sens où techniquement, il est beaucoup plus complet. Il a les jambes qui vont avec, les coudes qui vont avec, les genoux qui vont avec. Euh, Max, c'est un boxeur. C'est un mec il a pris plaisir à boxer. Et pourtant, c'est un très bon grappleur, mais il ne fait que du grappling défensif finalement. Il n'est pas allé chercher la soumission. Il n'est pas. Je pense même que c'est ce qui lui manque. Si Max Holloway se mettait en mode, comment il s'appelle, Charles Oliveira, des mecs qui font du grappling agressif pour soumettre les gens, il pourrait parce qu'il a une violente guillotine. Il a tenté. Mais à part la guillotine, il n'est pas très agressif. Pourtant, il a un très bon sol. Ok, ok, ok. En tout cas, à suivre pour Max Holloway. Fernand, fallait que je t'en parle aussi parce qu'il y a eu pas mal de changements depuis. Il y a eu l'annonce officielle de la carte d'Ares Fighting Championship numéro 2. Mais là, on a pu voir quelques petits changements sur la fight card. Alors, est-ce que tu peux nous tenir un petit peu au courant? Les petits changements. Sur le Common Event, on a le Viking, le guerrier du Valhalla, Emile Meek, qui m'avait surpris parce que j'étais au Venator à l'époque avec Karl Amoussou et il m'avait choqué. Il avait battu, pour la petite histoire, il avait battu
le dieu pour moi des clés de talon et des clés de cheville. Rosema Palares, Tokino. Et c'était à l'époque où Tokino était intouchable. Je me rappelle à l'époque qu'on nous l'avait proposé pour Kalamoussou. Et tellement ce mec-là est méchant et qui garde les clés de talon et qu'il essaie de détruire les carrières, j'ai demandé au Venator que je validais le combat si c'était Magoda qui arbitrait. Et ce mec est venu de la Norvège avec une équipe de 20 personnes. Je sais pas c'était quoi le délire en Italie. Il est arrivé avec une hache, habillé comme un viking, vraiment en mode viking, comme dans les films. Et en 45 secondes, il a mis KO Emile Mec. À partir de ce moment-là, je crois que comme tu dis, c'était un samedi et le mardi d'après, il avait gagné, je crois, 250 places au classement. Bim, ici à l'UFC. Il combat contre Ousmane Kamaru, le plus frappant actuellement. Il perd à la décision contre Ousmane. Donc ce mec-là, l'année dernière, il sort de l'UFC, on le signe sur Ares et il va combattre sur Paris. Et ce mec-là va prendre, il y aura un changement, donc à la base, il doit prendre Thibaut Gouti, mais il va prendre un jeune qu'on appelle Karim Rabet. Ceinture marron de sol et tout, très bon combattant qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc, voilà. Ça, c'est l'un des changements majeurs qu'il y a eu. Il y a un combat aussi important qui a été repoussé du coup sur le 3 février sur Ares 3. 2. Non, Ares 3 du coup. Le 3 février, Ares 3, à Paris toujours. Il y avait le combat de Hassan Dam contre Jimmy Giono qui a été repoussé parce que Hassan Dam est actuellement aux États-Unis pour un combat de boxe anglaise. Par mesure de prudence, on préfère décaler pour être sûr que on lui souhaite bien sûr que ça se passe bien aux États-Unis, mais pour être sûr qu'il revienne en santé et qu'il ait le temps de se remettre en jambe pour le combat contre Jimmy Giono. Et donc, on aura ce combat le 3 février à Paris. Très bien. Voilà les changements majeurs qu'on a eu là sur la FAT4, mais sinon, voilà, tout le reste, on a aussi deux gros noms qui se sont rajoutés. Le vétéran du contender série de Dana White, Nasruddinov, va affronter un Camerounais explosif comme jamais, qui s'appelle Simon Billon. Simon Billon a combattu comment ça s'appelle? Il est combattant au Bellator actuellement. Donc on l'a sorti du Bellator. Il a combattu au Japon sur le Rising. Il a fait quasiment toutes les grosses organisations à part l'UFC. Il est très très solide. C'est un combat à 93 kilos et c'est l'un des combats qu'il ne faut surtout pas louper. Et puis il y a les early prelims aussi, Fernand. Là, c'est ce qui m'impressionne le plus. C'est vrai que quand tu regardes à l'UFC, quand tu regardes le Bellator et puis la plupart des organisations, t'as clairement d'un côté une pépite et puis de l'autre quelqu'un qui, certes, est là pour faire monter cette pépite-là. Quand tu regardes, toi, tes early prelims, bah il y a que des invaincus. Et donc le fameux dicton anglais « Somebody's hoe has got to go », bah là, il y a forcément quelqu'un qui va prendre une première défaite. C'était pas trop dur, là, de convaincre justement les jeunes de dire « Bon, bah écoutez, vous êtes en début de carrière, mais là, ça va quand même être... ça va être un gros combat, donc si vous l'emportez, vous allez faire un bond dans les classements, mais ça peut être chaud aussi. » Je préfère avoir ce discours-là avec les jeunes. L'appréciation que j'ai avec j'ai eu cette discussion-là récemment à New York avec le matchmaking de l'UFC, avec lequel on se positionne comme étant vraiment l'antichambre en Europe. C'est ce qu'on a l'intention de devenir la grosse antichambre de l'UFC. Ça vient de leur bouche. C'est même pas de la mienne, du matchmaking de l'UFC. C'est que dans l'observation, en observant la FAT4, ils se rendent compte que il n'y a pas un arrangement de je prends cet ancien pour que le nouveau lui passe dessus et comme ça qu'il puisse se faire un nom. Sur les early prelims et les prelims, on ne met que des personnes
qui pourront, dans quelques années, devenir champions de l'UFC. Ce sont des personnes, à mon avis, encore une fois de plus, je peux me tromper, mais je suis sur la détection pure. Et je me dis, OK, quand je mets un jeune comme Zelin Khan contre un autre jeune qui a 2-0, qui vient de la République tchèque, il est sur une ascension incroyable. En réalité, je pense même qu'il a 3-0 parce qu'il y a un combat qui n'est pas comptabilisé. En amateur, il est rompu au combat. Et non, je mets Temerlan. C'est Temerlan Azizov contre le jeune Patrick Martinique. Patrick Martinique de la République tchèque. C'est vraiment, il y a un qui va avoir une défaite, qui va perdre, et il y a un qui va définitivement montrer qu'il est solide. C'est un combat très solide. Toutes les cartes sont comme ça. On les fait en mode développement. L'idée, ce n'est pas juste d'avoir des athlètes qui viennent se mettre à l'abri, qui prennent un petit billet, qui ont un combat facile et qui sont à l'abri parce qu'ils sont français et ils sont chez eux. T'as des gars qui ont refusé Arès pour ça? Oui, non, c'est une demande claire de certains combattants. Il y a des athlètes qui te disent, bon, moi, j'ai un bon nom. Si vous voulez, on s'arrange, on se met bien. Moi, je veux qu'on s'arrange et comme ça, je ne souffre pas beaucoup, que je ne galère pas beaucoup et que j'ai un combat facile pour pouvoir avancer. Je pense sincèrement que pour qu'on puisse s'établir comme la la ligue leader, il faut qu'on ait ce truc-là de se dire l'équité à mort. Tous les combats sont archi risqués. D'ailleurs, on l'a vu sur RS1. RS1, Taylor a plus appris un jeune, Moreno, qui était archi chaud. Il prend un knockdown dès le début, mais combat ultra équilibré. Le gars arrive avec 10-0, il vient du Brésil, archi solide. Damien, il prend un vétéran de l'UFC. C'est que Baben prend un mec beaucoup plus expérimenté que lui, mais il va finir par le soumettre carrément en triangle et tout. Donc, même si les gars sont des Français comme Grégory Baben et tout, je m'arrange pour qu'il y ait des matchs équilibrés, pour qu'on se pose la question à chaque fois, mais qui va gagner? Mais qui va gagner ce match? Et c'est ça finalement qui apporte de l'intérêt pour moi, encore ma vision du truc. Ce n'est pas le fait d'avoir des athlètes avec des grands palmarès, forcément, c'est d'avoir des Shimaev dans la team. C'est d'avoir des personnes qui arrivent là dans la team et dans la famille d'Ares et qui sont capables, même s'ils sont très jeunes, de poser le show parce qu'ils vont en guerre, parce qu'ils vont vraiment chercher à gagner. Et cette fatale, elle est faite comme ça. C'est un très gros risque de prendre un Olympien comme Zelin Khan. Zelin Khan, il a fait des années à l'équipe de France de lutte. C'est une pépite pour la France. C'est un très grand lutteur qui va passer en MMA, mais qui a un palmarès vierge et qui peut prendre une très grosse défaite parce qu'il va affronter un autre Français qui, pour le coup, est pas mal expérimenté avec 5 combats et qui a déjà montré qu'il est rompu au sol, qu'il est rompu à tout. Donc, c'est un peu l'antithèse de la lutte, ce qu'il fait. Et moi, je choisis ça en sachant que Zelin Khan, il est en danger. Il est grave en danger parce que quand tu es un lutteur, son antithèse, je vous avais parlé de Ousmane en vous disant que je pense que Gilbert Burns pourrait vraiment être l'antithèse de Ousmane parce que c'est un mec qui est très fort au sol, mais qui utilise son sol pour la défense de sol. C'est dommage parce que s'il utilisait son sol en agressivité de soumission, il pourrait le finaliser. Donc, on a cette phase-là où il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, qui sont même ce combat qui a été déplacé, qui est renvoyé sur Ares 3. C'est le combat de la jeune Iris, qui est plusieurs fois championne de France de Muay Thai, contre une jeune de l'équipe de Gustafsson. C'est quoi son équipe déjà? Gustafsson en Team All Stars. Voilà, la Team All Stars. Cette jeune fille-là qui est constamment à l'UFC parce qu'elle fait sparring des combattants de l'UFC. Elle est championne de la Suède en lutte. Elle va affronter une championne de France en Muay Thai. Voilà le genre de combat que j'ai envie de voir. Je veux pas, voilà quoi. On pourrait avoir Jimmy Viennu qui se met à l'abri en disant, non, moi, je veux un mec qui va m'arranger, qui est un peu facile pour moi. Et on pourrait avoir Hassan qui dit, non, moi, je veux un mec qui va m'arranger, qui est facile. Non, les gars, Hassan, tu es champion du monde en boxe anglaise. Jimmy, tu es champion du monde en Muay Thai. Venez, on croise le fer, on voit qui a fait la plus grosse évolution en lutte, qui est capable de faire des soumissions en lutte, qui est capable
de faire des amenés au sol, qui est en MMA, qui est capable d'améliorer son système, de développer sa boxe anglaise et devenir un meilleur combattant en MMA ou de développer son mouille. Donc, voilà un peu le genre de combat qu'on essaie de faire sur Ares. Oh là 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 là, hype is real. En plus, oui, j'ai des collègues, voilà, qui ont essayé d'acheter des places. Ça part assez vite puisque je crois que c'est le carré or, en tout cas l'équivalent qui est assez proche de la cage. Il n'y a plus rien. Donc dépêchez-vous ou vous risquerez de le regretter puisqu'en plus de Fernand, en plus des combattants de Guest, de chez Guest, peut-être que certains membres de l'équipe de la Sueur ou même le trio des Enfers sera présent. D'ailleurs Fernand, à propos de ça, à propos de ces affrontements, tu vois, de ces gros chocs, il y a Eddie Alvarez qui a émis quelques critiques là récemment et qui regrette ça, la perte un petit peu de ce que toi t'essayes de faire à Ares, où en fait on se retrouve chez certaines organisations à être un peu en mode boxe, où clairement tu vois les combattants, va y avoir un A-side qui va monter, qui va être invaincu et qui va surtout affronter des faire-valoir. Il disait on perd ça, on commence à perdre ça en MMA. Est-ce que toi tu l'as remarqué aussi? Euh, je ne sais pas. Moi, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas, prenons le cas du PFL. Est-ce que tu n'aurais pas aimé voir tout de suite Clarissa affronter la judoka? Je suis entièrement d'accord contre Kayla Harrison et c'est dommage. C'est vraiment Championne dommage. olympique contre championne olympique. Parce que de toutes les façons, regarde, Clarissa, qui est plusieurs fois championne olympique de boxe, aurait eu ses honneurs de perdre face à une championne olympique de judo. Mais non, elle allait perdre contre une fille qui est quasiment inconnue du bataillon parce qu'on a voulu la protéger. Quitte à perdre, autant perdre et tomber en avant. Autant perdre autant faire des grosses sélections qui impressionnent du monde. Donc, on peut jouer ce truc-là de dire on a envie de construire les combattants, on va prendre un tel qui va être construit par un tel et tout. Non, je suis convaincu encore, je le dis même à ceux que je manage, je suis convaincu que vous ne pouvez percer que si vous prenez le risque. C'est simple. Les grosses organisations aujourd'hui, puisqu'il y a tout le monde qui vise l'UFC, les grosses organisations aujourd'hui comme l'UFC ne sont pas stupides. Elles ne signent que les personnes qui sont allées au charbon. C'est pas compliqué pour voir si vous êtes allé au charbon. Vous avez le choix entre faire 12 combats bidons et pour aller signer peut-être au 14e combat un jour, ou vous avez le choix à faire 3 vrais combats et vous signez tout de suite. C'est aussi simple que ça. Hein. Vous cherchez, c'est le ratio qui fait signer les gens. Quand on dit que c'est quoi le secret pour que Francis il aille à l'UFC alors qu'il n'a que 5 combats, c'est quoi le secret pour que Cyril Gane aille à l'UFC alors qu'il a que 2 combats? 2 combats. Et en plus, j'ai eu l'aveu de Mick Ménard. C'est même pas lui qui a avoué, c'est son patron, Hunter Campbell. Hunter avoue en réunion, nous sommes très contents d'avoir fait la signature de Segan et il dit, je me rappelle quand Mick est arrivé à la réunion qu'on fait tous les mardis à l'UFC et qui nous a dit, je pense que je tiens le bon. Ça, c'est la parole de Mick. Cyril avait un combat. Il devait combattre pour la première fois de sa vie en MMA au TKO. J'ai envoyé un message à Mick et je lui ai dit, regarde UFC Fight Pass ce soir. Regarde ce qui va se passer. Regarde ce qui s'est passé. Le boss, le CEO du TKO a pris le risque de développer quelqu'un qui ne connaissait pas du tout, juste sur ma parole. Il s'est dit, OK, Fernand me dit que ce mec peut être un bon gars, il s'appelle le futur. Il a 0 combat. Je vais le signer pour le mettre contre un autre mec qui a 8-0, qui est juste en train d'aller à l'UFC et qui est le champion du TKO. Voilà comment le match s'est passé. Et sur cette base-là, Mimena a regardé l'UFC et le même soir, il m'a appelé, il m'a dit, il m'intéresse. Il m'a dit, il m'intéresse. Voilà un peu l'histoire de Cyril. Et cette histoire-là, moi, c'est comme ça que je vis les choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que, pour te dire la vérité, s'il n'y avait pas la cohérence de vouloir faire des gars très expérimentés comme Taylor, comme Alex Lauré, comme machin, qui doivent, dans l'éthique de tout, se mettre en cadre principal, il y a des jeunes là, sur la early prelim, qui pourraient avoir leur place dessus tellement c'est chaud. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'aller chercher des personnes qui peuvent s'affronter, s'éliminer tout de suite et on voit qui est le meilleur et ça avance rapidement. Du coup, un jeune qui va prendre rapidement des clients très forts,
en 5 combats pourrait signer à l'UFC, alors que s'il prend des raccourcis à se cacher derrière des personnes, bah, finalement, il va faire 15 ans, mais il va pas signer à l'UFC. L'idée, c'est d'aller chercher l'adversaire qui peut te faire grandir et de t'entraîner pour arriver à son niveau. Pas te cacher à chercher des adversaires qui ont ton niveau. Si tu cherches des adversaires qui ont ton niveau, tu vas jamais évoluer. Si tu cherches des adversaires qui n'ont pas encore ton niveau et tu t'entraînes pour arriver à les battre, alors forcément tu évolues, alors forcément les organisations ont un regard sur toi. On va passer désormais aux questions, Fernand, si ça te va? Let's go. Allez, donc première question de MLS Cred. Une question pour Fernand. Un combattant au QI combat bas peut devenir un combattant intelligent? Est-ce qu'un athlète peu endurant peut devenir endurant? Un bourrin peut devenir technique, point d'interrogation? Ou bien est-ce que ce sont des défauts qui ne s'enlèveront jamais? Ça fait beaucoup de questions à la fois. Viens, on dissèque les questions, s'il te plaît. Alors, La première question, c'est est-ce que quelqu'un au faible QI combat tu peux transformer cette personne-là avec un gros QI combat? Ça se travaille, le fight IQ. Après, c'est très relatif. Si la personne est pas de zéro, ça va être compliqué. C'est comme le physique. Si la personne part de sédentaire, du coup, totalement, pour l'amener sur le très haut niveau, ça va être complexe. Bah, c'est la même chose avec le fight IQ. Si la personne elle a déjà des bases et qu'elle est déjà intelligente et que tu dois lui rajouter quelques petits trucs, c'est plus facile à développer le fight IQ parce que tu lui apprends des choix, tu lui fais faire des choix, tu donnes des exercices à thème où il y a des choix et finalement tu lui apprends c'est quoi les bons choix et les mauvais choix. Donc ça peut s'apprendre, mais attention, c'est complexe. Ensuite, c'était quoi le deuxième volet de la question? Le deuxième volet, c'était justement est-ce qu'un athlète peu endurant peut devenir endurant? C'est un peu plus complexe. Encore une fois de plus, c'est relatif. Est-ce qu'il est peu endurant, genre peu endurant en mode ou est-ce qu'il est pas du tout endurant et que c'est un mec qui bombarde à mort et il n'est pas du tout endurant? Ça, c'est la question. Il faut juste savoir où est-ce qu'on se situe exactement. Ça se travaille. L'endurance se travaille. On peut dieseliser un mec, on peut le prendre en explosif et puis le transformer en préparation physique. Mais encore une fois de plus, la préparation physique n'a de sens que si elle est individualisée et singularisée. Parler de donner des concepts comme ça dans le vent sans avoir des individus devant nous va nous faire des erreurs. Et puis j'ajoute aussi, pour compléter la réponse de Fernand, que ça dépend aussi du style de combat qu'il aura. C'est vrai que si on a quelqu'un qui à chaque fois il va en mode Michael Chandler et qui balance tout dans la première minute du combat, et qu'il arrive avec Fernand à être transformé, il sera tout de suite beaucoup plus endurant, alors qu'en soi, c'est son style qui a évolué, pas forcément son physique. Ça peut être ça aussi. Absolument, même si je suis assez surpris par Michael Chandler parce que au bout d'un moment il se fatigue et puis à la fin il continue quand même à faire des trucs très énergivores. Complètement. Et dernière question, voilà, est-ce qu'un ah oui, bah ça oui, je pense. Est-ce qu'un bourrin peut devenir technique? Pareil, c'est vraiment si c'est un bourrin moyen bourrin, il peut devenir architechnique. Si c'est un bourrin très très bourrin, il peut devenir juste moins bourrin. Enfin, tout est relatif toujours. C'est très complexe de comme ça donner des concepts et dire oui, ça peut devenir ça. On parle de qui, on parle de quoi, on parle de quel type d'entraînement, qui est son entraîneur, combien de temps ça prend. C'est très relatif, c'est très vague comme question. J'ai pas envie de faire le magicien et de raconter des histoires. Bien, on va passer à la deuxième question, Fernand. Donc c'était en rapport à la semaine dernière avec la rencontre Francis-Cyril dans les coulisses du Madison Square Garden, qui a fait le tour du monde, 1 million de vues sur The Mac Live. Fernand, invité de The MMA Hour présenté par Ael Elwani. Donc là, c'est en lien avec l'ego et la performance. Donc question de Nsemi Mbalem Bokanzi, excusez ma prononciation. Citez-moi une personne qui a été championne UFC masculin cette année, qui est humble et qui n'a aucun ego. Tous ont fait des déclarations fracassantes, même Jan Blachowicz, qui est pourtant une crème, mais qui ne manque jamais de mettre en avant son polish power. Est-ce on peut même remonter dans le passé? Est-ce qu'Anderson Silva était humble et n'avait aucun ego? Ne parlons même pas de Conor McGregor, des Habib ou autres. Il y a quelques exceptions comme Georges Saint-Pierre, mais c'est justement exceptionnel. Je suis complètement d'accord avec lui. Je l'ai toujours dit, j'ai toujours assumé en disant que pour pouvoir, il y a ce qu'on appelle un ego vertueux.
pour pouvoir avancer dans la vie, tu as besoin de cet ego qui veut que tu sois un mâle dominant, un mâle alpha. Je pense qu'on demande à ces champions-là de devenir, de se dire dans la tête tous les jours, je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le plus fort, je suis le seul, je suis l'unique. Ça, c'est ce qu'on demande à ces gens de dire tous les jours. On voit des coachs, des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux qui apprennent à des combattants à dire, je suis le seul, l'unique, le meilleur. Donc, c'est normal. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, maintenant, il faut juste comprendre que il faut faire la différence. Moi, j'ai un ego bien. Je pense que on peut dire sans risque de se tromper que j'ai un ego surdimensionné parce que j'ai envie d'être un leader. J'ai envie de, dans le domaine où je suis, quoi que je fasse dans la vie, si je suis entraîneur, j'ai envie d'être le meilleur des entraîneurs. Ah, si je suis, si je suis euh, agent de sport, j'ai envie d'être le meilleur des agents de sport. Et ça me pousse à avancer. Mais cependant, ça me pousse à avancer avec le respect et l'éthique. Quand je passe dans un couloir, comme la vidéo qui a été postée sur MMA Factory, quand je passe dans un couloir et que je vois comment Trevor Whitman, le coach des préparateurs, le coach des entraîneurs assis dans le couloir à même le sol, bah, je vais vers lui et je vais pour lui serrer la main. Lui il se lève de son côté, il me fait une accolade et tout. Et puis voilà quoi. Voilà un peu comment on évolue. Est-ce que tu penses que Trevor Whitman n'a pas cet ego de vouloir être le numéro un? Si il a, est-ce que tu penses que je n'ai pas l'ego pour vouloir être le numéro un? Si je l'ai, j'ai absolument envie d'être le numéro un, incontesté. Mais ça prend du temps et ça prend de la politesse de se dire que même si j'ai envie d'être le numéro un, j'ai juste besoin, j'ai le devoir de pouvoir rester carré, de pouvoir aller être cordial avec on va dire mes collègues. Pour terminer dessus, simplement, je pense que faut pas enlever cet ego-là des athlètes. Les athlètes ont besoin, même les gars qui font, même Georges Saint-Pierre, qui est archi cool, archi poli dans la déontologie, l'éthique et tout. Cyril, mais bien sûr que Cyril, il a un ego correct. C'est ça qui fait de lui un leader. Quand je le vois tourner avec, ses sparring, je vois bien que il y a ce truc-là. Je suis très poli, je suis très prudent pour pas les blesser. Je suis tout le temps bienveillant, mais cependant, s'il m'a touché 3 fois, il faut que je le touche 6 fois. S'il m'a touché mal, voilà quoi. Il y a ce truc-là qui existe et c'est nécessaire pour les leaders. C'est très bien pour les leaders. Donc, encore une fois, il faut pas tout mélanger. Il faut qu'on soit d'accord qu'il y a l'ego qui est qui est mis en avant sur ce qu'on fait. Je suis persuadé que Monsieur Guillaume Dussault, aussi gentil qu'il soit, a un petit ego parce que il en faut pour être le leader des médias sur le MMA. Il en faut un tout petit peu. C'est ça qui pousse tout le temps à vouloir faire un peu plus. C'est ça qui pousse tout le temps à vouloir améliorer la scénographie de King Deji. C'est parce qu'on a l'ego et qu'on a envie d'être numéro un. Et c'est ce que j'appelle l'ego vertueux. Ah voilà. Et une toute dernière question, Fernand, de Guillaume Dussault qui avait complètement oublié de la poser. Quel est le top 5 de Fernand Lopez des meilleurs boxeurs à l'UFC? Parce que oui, avec Max Holloway, il était là en mode c'est moi le meilleur boxeur. Mais alors, le classement de Fernand, le top 5. Ça peut être dans l'ordre croissant ou décroissant comme tu veux. Je suis pas sûr qu'il soit le meilleur boxeur. Oh! Le volume, c'est pas la belle boxe forcément. Si tu fais le volume sans te faire toucher, je dis que tu boxes bien. Mais là, je trouve pas, non, pas tant que ça. On parle de quoi? C'est très compliqué comme question. Est-ce qu'on parle de la pure boxe de la règle de marquis de boxe anglaise, De ou Queensberry. est-ce qu'on parle de marquis de Queensberry, ou est-ce qu'on parle de pied-point, ou est-ce qu'on parle de striker? Juste boxe. Juste boxe. Allons Okay, sur juste boxe. Juste boxe. Alors, j'aime bien Ned Diaz comme étant le numéro 1 du MMA. Ensuite, je vais te surprendre en parlant de
Sean Woodson. Oh, Je suis sûr que tu sais même pas c'est qui. ah, je ne sais pas qui est Sean Woodson, mais peut-être qu'il combattait il y a pas très longtemps, je crois. Voilà, Sean Woodson a combattu en cadre préliminaire du combat sur la carte de Max Holloway et il a fait un magnifique KO au corps, mais vraiment amené à la perfection, de manière chirurgicale, de manière clinique. Touché, tac, 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 touché, sorti, c'était juste excellent. Et puis, ça fait 2. Ensuite, j'ai envie de rajouter Conor McGregor. Alors, Ensuite, voilà. Ensuite, j'ai envie de rajouter Cyril Gane. Parce que les gens ne savent pas, mais vraiment en boxe anglaise, il est bien. Il fait des choses bien. Je le vois quand il est avec des boxeurs. Il fait des choses bien. Et puis au final, le plus puissant de tout l'UFC. c'est qui? Le champ, heavyweight champ, Francis Ngannou. Ok, d'accord. Ah ouais. Bah oui, il n'a pas la technique qui va avec, mais il a l'équaliseur. Le KO, c'est un équaliseur. Aujourd'hui, on parle de comment il s'appelle en anglais, celui que tu comparerais à Deontay Wilder. Wilder, ouais. On parle de Deontay Wilder. En anglais, c'est pas parce qu'il a la meilleure technique du monde. Attention, c'est un technicien, mais il n'a pas la meilleure technique du monde. Mais c'est parce qu'il a un équaliseur qui vient égaliser tous ces problèmes de technique là. Donc, Francis a l'équaliseur. Et cet équaliseur, il faut le mettre dans l'équation du top 5. Eh ben voilà, bah formidable. Dis donc le top 5 est particulièrement chargé. D'ailleurs, par rapport à Francis, pour toi, ce côté avoir l'équaliseur, c'est quelque chose qui s'apprend ou là, enfin, vous êtes né avec ça quelque part et puis ensuite faut banquer sur ces qualités-là. Ça peut s'améliorer, ça s'apprend, ça peut s'améliorer. En gros, on connaît les mécanismes qui font que ça fasse ça. On sait que c'est le recrutement à un moment T très rapidement de toutes les fibres musculaires de la chaîne qui va aller frapper. Et ça vient en fonction de l'éducation de la personne, de la culture de la personne, de tout, parce que pendant que vous avez un gars qui voit le combat comme un jeu, comme un amusement, et donc qui est détendu et qui est capable de contrôler ses coups, bah du coup, son recrutement, il fait ce qu'on appelle, il est efficient. Ça veut dire que il va désactiver, il va éviter ou retarder, annuler complètement ce qu'on appelle la coactivation des muscles synergiques. En gros, autour du muscle, le muscle qui est le muscle principal qui va faire l'action de frapper, qui pousse la frappe, qui est le triceps, il y a des muscles autour de ça qui sont des muscles accompagnateurs. Et ces muscles accompagnateurs, il y en a certains qui sont même des muscles freinateurs. Le muscle freinateur, dans le cas d'une frappe, ça va être le biceps, par exemple. Et ces muscles freinateurs sont rapidement activés lors de la frappe. Et quand vous êtes quelqu'un de réflexif et qui avait de l'expérience sur la boxe et vous êtes à l'aise, vous réussissez à désactiver, à retarder ou annuler complètement cette coactivation de ce muscle-là. Et donc, du coup, vous êtes efficient, mais malheureusement, comme vous contrôlez ce coup, ils perdent la puissance, vous gagnez en mobilité. Vraiment, c'est la comparaison de Terminator T3000 avec Terminator, le tout récent Terminator qui est fin, modulable, il devient liquide, il devient solide, il passe partout. Mais il a perdu la grosse puissance du gros Terminator qui avait la puissance, mais c'était juste un gros squelette solide qui pouvait être détruit. Voilà un peu l'analogie que je peux donner dessus. C'est possible de transformer, d'améliorer un peu ça. C'est ce qu'on a commencé à faire sur le combat de Volkov. À asseoir Cyril, ajouter des frappes très, très solides sur le heavy bag, sur le sac de frappe. On a détruit complètement le gros sac de MMA Factory à faire des grosses séances où on est assis, où on a réduit le temps de travail, on a augmenté le temps de récupération parce que pour avoir de la force, il faut du temps de récupération énorme. Et donc, du coup, on frappe des séquences très courtes sur le sac de manière ultra puissante. Ensuite, il y a une séquence de récupération derrière. Du coup, on va, à un moment T où on place le coup de poing, recruter un maximum de coups. On va recruter un maximum de coups non, je dis n'importe quoi. On va recruter un maximum. Donc, je dis à un moment T, au moment où on frappe sur le sac, on va recruter un maximum de fibres musculaires. Donc, le recrutement
La synchronisation et tout se fait parfaitement au moment T. Ça, c'est le cas d'un gars comme Francis. Francis, si vous voyez l'expression de son visage au moment de la frappe, chaque coup qu'il donne est une guerre mondiale. C'est la fin de sa vie. Et donc, il est dans une contraction maximale de la frappe. Et ça se traduit en puissance incroyable. Et ce n'est pas transformant. Ce n'est pas quelque chose de... Voilà. Tu nais avec ça, tu peux l'améliorer un peu ou pas. Tu peux le perdre à un moment donné d'un coup parce que c'est plus neurologique, hein, ça c'est plus neuronal en gros. Tu peux du jour au lendemain avoir un truc qui se passe en toi, une peur ou un truc qui fait que c'est annihilé et tu n'arrives plus à frapper fort, c'est possible. Mais en tout cas, c'est plus inné que appris. Bah voilà, merci pour la masterclass encore le King. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera, comme chaque semaine, passionnant. On a toujours des gens qui nous posent la question. Ce n'est pas disponible en podcast, mais si c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast. Ça se passe sur King Energy, le canal est dédié. Voilà. À la semaine prochaine, le King. Mais du coup, ça va, t'as plus besoin d'abonnés? On en a... T'as plus besoin on en a toujours besoin. On en a toujours besoin. Mais là, maintenant, voilà, on laisse les gens souffler un petit peu. On laisse les gens souffler. Voilà. Ok. On ne vous dit rien. Moi, je laisse tomber. Je ne dis rien. Allez-y. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire de toute façon. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, commentaire bon ou mauvais. Ça nourrit la machine. Voilà. Allez, à la prochaine.